elles sont sous le choc, traumatisées et presque sans voix face à ces agressions sexuelles subies durant des années dans le 5e arrondissement de Douala. Il s'agit d'une douzaine de fillettes. Elles ont été la cible d'un voisin à première vue gentil et inoffensif. Pourtant, l'une de ces victimes le présente comme un monstre sexuel. Malgré ses intimidations et ses menaces, une fillette de 5 ans a pu surmonter la douleur, briser le silence pour dénoncer l'horreur qu'elle a subie entre les mains de son bourreau. Des familles entières sont aujourd'hui bouleversées par ce drame. Nos reporters François Dikoumé, Mathilda Kemazo et Harold Choumi ont mené une enquête exclusive au cœur de ce scandale sexuel dans le 5e arrondissement de Douala. Reportage. Mbangé Beach, nous sommes dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. À notre arrivée, quelques familles sont en concertation. Elles revisitent les déclarations de leurs enfants et n'en reviennent pas. Dans ce quartier, la misère se broie à pleines dents. Des maisons abandonnées, une broussaille indescriptible. Sur le site de ce chantier, certains parents victimes nous montrent ce qu'ils appellent la chambre d'hôtel de Watt, le lieu où il commet la plupart de ses forfaits. Qui est ce bourreau? Comment a-t-il réussi à traumatiser autant de fillettes en 6 ans sans que personne ne se doute de rien? Enquête au cœur d'une cité presque perdue sur les traces d'un présumé violeur d'enfants. La nuit tombe déjà sur cette bourgade ensevelie dans les marécages de Douala 5e. C'est justement à la pénombre que Watt a commis son dernier forfait. Sa victime, une fillette de 6 ans, élève au cours préparatoire. Pour protéger les enfants, nous avons choisi de cacher leur identité et leur visage. La petite a été commissionnée par sa maman et le voisin Watt est sorti pour aller en route au même moment. Du moins, il est allé prendre position pour attendre l'enfant passer. Sur son matelas de fortune, il a assouvi son désir bestial sur la gamine en prenant soin de la ligoter dans le dos. À la fin, il lui donne une pièce d'argent et la fait jurer de garder leur petit secret. Cette fois, c'en est de trop. La fillette a atrocement mal. Elle ne gardera pas le secret. La mère est alertée. Prise de panique, elle informe son époux. Ce voisin avait l'habitude de l'appeler et il lui a fait ça 2 fois. Il a violé 2 fois. La première fois, il était dans les toilettes et la deuxième fois, il était chez lui, dans sa maison. C'est mon voisin le plus proche. Voici ma porte ici, la voici. Et voici la porte du voisin. Elle est juste face à face avec ma porte. C'est le début d'une grosse enquête parentale. Les aveux de la fillette sont effroyables. Elle connaît presque toutes les autres victimes. Toutes sont dans le voisinage. Comme cette fillette, elle aussi, à peine âgée de 7 ans, son géniteur est aussitôt informé. J'ai alors appelé ma fille. Elle vient dire, mais vous faites quoi souvent? Parle, on ne va rien te faire. Il dit, papa, souvent on nous appelle et après il nous donne le biscuit, souvent les bonbons, et après il monte sur nous et après il met ses doigts dans nos Il dit, hein? Il dit, il fait ça avec d'autres enfants au quartier. Il dit, mais elle a déjà fait ça combien de fois? Elle me dit, 5 fois, papa. Dès les premières révélations des enfants, d'autres s'en suivent.
Toutes les victimes de Watt passent aux aveux complets sous les flatteries des parents. Dans ce quartier pauvre, les enfants en bas âge, on en compte par trentaine. Une mine d'or pour Watt, locataire dans cette mini-cité. Il est arrivé ici en 2012 et réside avec une compagne venue avec un enfant de sexe masculin. Elle a fui le quartier depuis le déclenchement de cette affaire. Livreur de pain au quotidien, une épouse charmante selon des dires, Watt passait pour être le plus généreux de son quartier. On était tout étonné parce que comme il est gentil dans ce quartier avec tout le monde, personne ne pouvait même croire que quelqu'un comme ça peut faire des trucs pareils. Certaines familles ont choisi de se cacher à notre arrivée, mais à en croire les témoignages, en 6 ans, Watt s'est tapé une quinzaine d'enfants. Sa plus vieille victime est âgée d'à peine 10 ans. Il la manipule depuis 6 ans. Elle n'avait alors que 4 petites années. Nous retrouvons sa maman qui nous conduit chez elle, une veuve qui vit dans des conditions d'une extrême précarité. Et ma fille, qui s'appelle Merveille, elle me dit que c'est la 5e fois, donc c'est depuis l'an 2012 qu'il est arrivé ici au quartier, qu'il a commencé pour Merveille. Parce qu'il y avait le temps que quand je lavais l'enfant, je trouvais le frottement que les grandes personnes en ont souvent. Mais je ne savais pas moi qu'on violait l'enfant. Sa voisine la plus proche n'est autre que sa belle-sœur. Sa fille, elle, présente des signes d'une varicelle en voie de guérison. Cette fillette qui vient d'obtenir son entrée au cours élémentaire première année a aussi été une des bébés maîtresses de Watt. L'enfant commence à dire que le 1er janvier, le blanc m'a interpellé devant le portail. Il est venu, c'est là où il a tiré dedans. Elle a fermé la porte à clé. Dit que tu as vu le couteau là, elle a dit oui. Il a fini maintenant de faire ce qu'il veut faire. Elle dépose l'enfant, elle ramasse 3 bonbons sur la table, elle donne à l'enfant. Que si un jour, en faisant comme ça, elle a mis le couteau ici sur sa poitrine, que tu as vu le couteau, si un jour je suis ça dans la bouche de quelqu'un, je te poignarde et je te jette dans l'eau. Alertés, les jeunes du quartier le passent à tabac. Les images amateurs que nous avons vues dans leur téléphone sont choquantes. Nous décidons de ne pas les utiliser. Heureusement pour le bourreau, ses parents vont convaincre les jeunes du quartier de lui laisser la vie sauve. Lui, il nous a fait comprendre qu'il est comme ça. Il ne sait pas ce qui arrive. C'est comme ça depuis 2012 qu'il était parti à Bafang prendre un remède chez un marabout. Et ils ont léché ce remède-là. Et c'était pour que tout ce qu'ils vont faire, le patron doit accepter. Donc s'il y a un manquant ou pas, comme lui il est livreur, le patron doit accepter. Que depuis ce temps-là, quand lui il reste comme ça, quand un truc le prend sur son corps, s'il ne couche pas un enfant ou bien s'il ne met pas la main dans d'une petite fille, il ne peut pas, son corps ne peut pas cesser. Que c'est un truc qu'il était parti prendre et c'est ça qui est en train de le menacer comme ça. Ce vendredi-là, il est arrêté et mis à la disposition de la police. Son état de santé ne permet pas une garde à vue directe. Il est conduit à l'hôpital, mais il bénéficie de l'assistance des parents des victimes. Le samedi, il est tombé malade, gravement même. On l'a amené à l'hôpital de Bonamou Sadi. Malgré tout, nous l'avons rendu visite là-bas pour lui voir. Bon, on a vu son état et il s'est quand même rétabli. À l'hôpital, Watt tente de fuguer, mais rattrapé par les policiers. Des policiers que nous retrouvons au commissariat du 12e arrondissement de la ville de Douala. En off, un officier de police nous informe qu'il a passé le week-end en garde à vue avant d'être déféré au tribunal de grande instance du Vouri lundi vers 10 h de la matinée. Comment Watt a-t-il pu passer inaperçu pendant de nombreuses années? Les parents ont-ils des preuves de leurs allégations? Pour le savoir, nous nous rendons au centre médical d'arrondissement de Bonamou Sadi. C'est ici que les enfants des parents volontaires se sont fait consulter sur instruction de la police. J'ai exactement reçu 5 enfants. L'acte sexuel s'est produit exactement sur 2 enfants et les 3 autres étaient les attouchements. Les risques encourus par ces enfants sont grands. Le médecin-chef les évoque sans livrer le moindre secret médical. Quand il y a eu pénétration chez une petite fille de 5 ans avec un homme mûr, un adulte, on se retrouve souvent devant des complications pour l'accouchement. Plus tard, ça peut causer des difficultés d'infertilité. Donc, on peut avoir une infertilité primaire
parfois des fibroses, donc des cicatrisations au niveau du périnée, qui fait que désormais la jeune fille pourra accoucher uniquement par césarienne. Bien que médecin, elle a de la peine pour ses enfants qui sont désormais confrontés à une grave menace existentielle. Quand il pénètre à cet âge, le clitoris est vraiment détruit. L'hymen alors, n'en parlons plus. Vraiment, les complications sont assez graves. On se retrouve devant des complications d'une mutilation sexuelle. Watt, le tueur silencieux ou le bourreau du marais, la vie médicale est sans appel. Les enfants ont bel et bien été violés, et ce, à plusieurs reprises. Désormais, son sort est entre les mains de la justice. Mais que risque-t-il? Pour le savoir, nous rendons visite à un avocat inscrit au tableau de l'ordre. Si l'accusé à ce moment serait déclaré coupable, il va encourir une peine de 10 à 20 ans. Et également, le tribunal peut prononcer contre lui les déchéances prévues à l'article 31 du Code pénal, notamment le priver de l'autorité parentale et également de la tutelle, et qui ne pourra plus jamais exercer une curatelle pour un enfant quelconque. Au quartier Mbangué, le rideau se referme progressivement sur le film d'un locataire peu ordinaire. Bientôt, c'est au bal d'un procès de justice que vont se livrer les parents des victimes. Une enquête exclusive menée par Auriol Tchoumi, Mathilde Akomazou et François Dikoumé sur ce scandale concernant une série noire de viols sur mineurs dans une banlieue du 5e arrondissement de Douala. Partons à présent à l'ouest de la capitale économique du Cameroun, là où plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce jour devant la sous-préfecture. Vous le voyez en image, ce sont des casses qui ont été perpétrés sur des domiciles situés à la sortie de Bonabéry, juste après le carrefour musique. C'était en milieu de semaine. Des familles ont tenu à manifester leur désapprobation face à ces casses dans le cadre d'un litige foncier qui les oppose à un célèbre homme d'affaires au Cameroun. Et ces Camerounais, propriétaires de ces habitations, victimes de ces casses, sont allés manifester devant la sous-préfecture de Douala 4e pour exiger de la part de l'autorité administrative qu'elle joue les arbitres afin d'éviter des démolitions alors que l'affaire est pendante devant la justice. Parlons à présent de l'insécurité qui prévaut au marché de bétail situé à Fumbane dans la région de l'Ouest. La promiscuité et l'insalubrité sont quelques difficultés que rencontrent les propriétaires de troupeaux de bœufs, mais aussi des commerçants. Le visage de ce marché de bétail est présenté dans ce reportage signé Mama Soufor, Dallas Tiana et Jean-Paul Chuniat. Plus important espace marchand de tout le département du Noun, le marché à bétail de Fumbane est un lieu par excellence de bonnes affaires. J'ai fait beaucoup de temps ici. On est ici au marché. Les bœufs qui de Gaoundere, qui bâtit Douala et Tinir Galib pour rencontrer ici tous. Et Baminda. Seulement, les opérateurs économiques de la filière sont confrontés à pas mal de difficultés. Premier ennui au sommet de la chaîne, l'insécurité et le vol de bétail. La situation préoccupe. Pour le vol des bétails, c'est un phénomène vraiment récurrent. Vraiment, on ne sait même comment faire pour ce problème, quand ça nous dépasse. Il y a de cela peut-être 6 mois, j'ai perdu au moins 6 vaches. Venant que j'ai fait venir de Ngaoundéré, vous comprenez un peu la difficulté. Les gestionnaires de ce marché semblent bien maîtriser les voleurs de leur bétail, sous le regard complaisant et laxiste de quelques agents véreux des forces de maintien de l'ordre. L'affaire des vols nous menace. Ici à Koutama, je peux dire c'est 2 personnes, les Bamou et les Mboro. Les Mboro volent dans le Bamou gorge. Seulement les 2 personnes là qui nous tuent dans le département de nous. Mais tu arrêtes les voleurs. 3 jours, 4 jours, tu vois les voleurs dehors. Une autre difficulté cruciale dans ce marché, l'arnaque des commerçants, l'insalubrité et le manque de commodité. Aucun point d'eau courante et la moindre toilette n'ont été construits depuis la promesse du maire de la commune de Fumbane, presque en fin de mandat. On voulait l'eau, on voulait les bureaux, on voulait les parcs là où les baies entrent.
Là, on va compter le 2, c'est ça qu'on voulait. Mais il a fait les bonnes sécurités là-bas. Il y a les gendarmeries là-bas, police, nous et nous. Ça, c'est notre sécurité. Mais des fois, il y a les policiers qui viennent nous menacer au marché. S'il y a un problème, on nous attend là-bas. Du coup, certains commerçants et détaillants se demandent à quoi servent les taxes et impôts collectés dans ce marché. Tous les jours, on paie les taxes, mais on ne voit pas ce que les taxes là, ça travaille même ici. C'est un marché qui donne beaucoup d'argent, des millions, mais il n'y a rien. Ici, là, le soleil nous tue, la poussière nous tue, tout, le bœuf nous poursuit à chaque minute. Tu te positionnes mal, le bœuf peut même te renverser. Dans un département à la nature riche et au pâturage verdoyant, agriculteurs et éleveurs vivent régulièrement mauvaise cohabitation dans leur ménage. Il y a parfois, on trouve des zones de pâturage pour nos bétails et en même temps, quelques 6 mois ou 1 an plus tard, vous voyez, il y a quelqu'un qui vient peut-être, il met sa plantation, son champ et en même temps, ça nous pose énormément de difficultés. Et de deux, il va falloir essayer de trouver un système de sécurité un peu nos biens parce que, quel qu'en soit le cas, l'élevage fait partie de l'économie. L'activité et autres transactions génèrent certes de gros bénéfices, mais la gestion des affaires courantes au quotidien n'a fini de donner des insomnies aux grossistes et détaillants du marché à bétail de Fumbane. Parlons à présent de l'abattoir municipal en Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa. Là-bas, les différents acteurs de la filière bovine se plaignent des conditions dans lesquelles ils travaillent dans l'abattoir municipal. Malgré la modernisation de ce site, l'espace réservé aux différents acteurs qui s'occupent du dépeçage des animaux, ils estiment que l'espace est assez insuffisant. C'est en tout cas ce que relève ce reportage que signe Isabelle Carole Zopet. Des bœufs abattus et dépiécés à même le sol, du sang de bêtes qui jonchent ça et là, des crochets qui servent à suspendre la viande complètement rouillée, des murs délabrés où sont accrochés de vieux vêtements. Tel est le visage que présente l'abattoir de Ngaoundéré depuis plusieurs années. Pour améliorer les conditions d'hygiène et d'abattage des bovins, un nouvel abattoir moderne vient d'être mis sur pied à Wakwa, quartier situé dans le 1er arrondissement de la ville de Ngaoundéré. La rétrocession de cet abattoir industriel à la Société de développement et d'exploitation des productions animales a été faite par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Il a d'ailleurs tenu à cette occasion à apporter des recommandations. L'abattoir industriel est installé dans la Damawa, berceau de notre cheptel national. Ce n'est pas la matière première qui manquera. Nous avons demandé au directeur général et l'ensemble des acteurs et de la population d'en faire un usage utile et optimal. Toutefois, depuis l'ouverture de cet abattoir industriel, les bouchers ont perdu le sommeil car ils craignent de se retrouver au chômage. Le gouvernement, nous voulons enlever ici pour ramener là-bas dans le nouveau battoir. Mais là-bas, dans le nouveau battoir, là, il y a beaucoup de gens qui vont rester en chômage. Bon, il faut que le gouvernement nous voit comment ça va se passer. Là-bas, là, on prend un peu de gens. Mais ici, là, les gens sont nombreux. Le chômage va encore multiplier. Moi que tu vois là, j'ai 3 femmes et 12 enfants. Bien que ces bouchers saluent l'initiative du chef de l'État, il l'exhorte à pouvoir être tous transférés dans ce nouvel espace. Nos travail ici, tout est artisanal. Et nous comptons être modernes. Nous demandons l'État, non seulement qu'on demande l'occasion de tous ces jeunes, et nous comptons aussi entrer dans l'abattoir industriel. Notons que l'abattoir industriel de Ngaoundéré est construit sur une superficie de 1500 mètres carrés et dispose de 2 parcs pour animaux, une salle de traitement des abats et de 2 chambres de pressuyage. L'entrepôt frigorifique de 1400 mètres carrés, quant à lui, est constitué de 2 chambres froides, le tout pour un coût global de 100,9 milliards de francs CFA. L'insalubrité va-t-elle enfin disparaître des rues de la capitale économique du Cameroun? Isacam vient de présenter de nouveaux engins qui vont permettre une optimisation dans la collecte et le ramassage des déchets ménagers
Les attentes des populations sont assez nombreuses. C'est le constat que font nos reporters Séverin Tchouban et Gladys Sidier. Ces derniers mois, les plaintes des populations liées à l'insalubrité dans les grandes villes ont pris une ampleur considérable. Les ordures ménagères entassées ça et là dans les différents coins de rue, les populations se sont habituées à ces images. Mais cela ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir, puisque l'entreprise en charge de l'hygiène et de la salubrité Isacam vient de se doter de 55 nouveaux camions sur les 211 camions annoncés. Nous procédons à la réception partielle de 55 camions et cette réception technique revêt un caractère exceptionnel. C'est la première fois que Isacam va faire carrosser ces camions par des entreprises locales. Il s'agit d'encourager tout simplement l'expertise camerounaise. La réception de ce premier lot de 55 camions est un indicateur de la capacité opérationnelle d'Isacam qui reste intacte. Les populations de la ville de Douala qui ont poussé un ouf de soulagement à la vue de ces camions ont hâte que ceux-ci soient opérationnels. On est enfin sauvés. C'était déjà grave dans la ville. Tous ces camions-là, on espère seulement qu'ils vont pouvoir nous aider à enlever tout et rendre notre pays, notre ville aussi très propre. Bon, ces camions, ils pensent que c'est facile, on va résoudre ces problèmes ici à Douala. Parce que partout, il y a trop les ordures. On a foi qu'avec tous ces camions, ça va résoudre avec le taux de saleté qu'il y a vraiment dans cette ville. Vraiment, il faut vraiment que ces camions résolvent ce problème. Avant leur mise sur le terrain, les 55 camions seront mis à la disposition de 2 entreprises locales pour leur équipement. Par cette importante commande, nous voulons d'abord dire toute notre gratitude au directeur général de Isacam ainsi qu'à son équipe pour cette marque de confiance. En fait, comme telle, c'est une expertise acquise depuis de longues dates. Il faut également, à travers cette décision et ce choix, démontrer par là la dimension patriotique, hein, le patriotisme économique de M. Ngapanoun qui a fait le pari du Made in Cameroun. C'est dans cette démarche et cette vision, autour de cette démarche et cette vision que s'articule même aujourd'hui notre choix économique, nous, ENEM. Donc ce partenariat qui a commencé il y a quelque temps, qui arrive à son apogée aujourd'hui, naturellement ne peut que nous ravir. Proparco, filiale de l'Agence française de développement dédiée au secteur privé et un consortium de banques, apporte le financement à la société Isacam pour le renouvellement de son parc auto. Proparco apporte une garantie au pool bancaire qui finance l'acquisition de ces 211 camions. C'est un dossier sur lequel nous travaillons avec Isacam depuis un certain nombre de mois maintenant et nous sommes très heureux d'assister à ces premières livraisons de camions qui concrétisent le travail que nous avons réalisé avec Isacam et les banques partenaires pour soutenir l'effort d'Isacam d'améliorer son service pour les populations camerounaises. C'est donc une bouffée d'oxygène pour Isacam qui compte mettre en place une stratégie dans la perspective de la CAN 2019 afin que cette grande fête du football africain se déroule dans les meilleures conditions de propreté possible. Après la réception de ce premier lot de 55 camions, l'entreprise compte maintenant s'organiser pour répondre aux besoins des populations camerounaises. Après le cri de colère des populations sevrées d'eau potable durant une semaine, la Kamwata s'explique sur les raisons de cette interruption de la fourniture de l'eau potable à Douala. Sur son compte officiel Facebook, elle invoque les travaux de déviation de la conduite d'eau sur le Condi au lieu du carrefour cité des Palmiers. Au moins 1000 ménages ont été affectés par ces travaux. Le rétablissement de l'eau est effectif dans certains quartiers. La Kamwata qui présente ses excuses pour les désagréments. Parlons à présent de la Guinée équatoriale qui vient de remporter une manche dans l'affaire des biens et immeubles saisis en France. La Cour internationale de justice vient de déclarer qu'elle a compétence pour se prononcer sur la requête déposée par la République de la Guinée équatoriale en ce qu'elle a trait au statut de l'immeuble
à l'avenue Foch à Paris en tant que locaux de la mission diplomatique équato-guinéenne. Et vous le voyez en image, le professeur Maurice Kamto, avocat international de l'État de la Guinée équatoriale, camerounais, qui a mené les plaidoiries pour le compte de la Guinée équatoriale. Je vous propose à nouveau de l'écouter. Article 22 de la dite convention, d'autre part. Hier, la France a soutenu au sujet du statut du 42 avenue Foch et de sa protection en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques deux choses. Elle a admis, comme dans ses exceptions préliminaires, l'existence d'un différend entre les parties au sujet du statut juridique de cet immeuble, mais a nié que ce différend relève des prévisions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, d'une part, et elle a refuté en bloc l'existence d'un différend concernant l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France, d'autre part. Je me réjouis que la France reconnaisse l'existence d'un différend au sujet de l'interprétation de l'article 1, alinéa I, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques entre les parties. Par conséquent, après quelques remarques liminaires sur les exceptions préliminaires de la partie adverse, je poursuivrai en montrant que le différend entre la Guinée équatoriale et la France au sujet du statut diplomatique de cet immeuble entre dans les prévisions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Je soutiendrai en outre qu'il existe incontestablement un différend entre les parties au sujet de l'inviolabilité de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch. Enfin, je soumettrai à la Cour les conclusions de la Guinée équatoriale sur ce volet des exceptions préliminaires de la France. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, la Guinée équatoriale prend acte de ce que, dans leur plaidoirie d'hier, les représentants de la France ont fini par admettre que le statut diplomatique est indifférent de la question de sa propriété. La Guinée équatoriale a toujours soutenu, d'une part, que l'utilisation des locaux de la mission diplomatique en déterminait la protection en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et d'autre part, qu'elle a acquis la propriété du bien litigieux le 15 septembre 2011, soit bien avant la notification de son affectation comme locaux de l'ambassade de la Guinée équatoriale. La France a voulu contourner ce fait en prétendant, comme l'ont allégué les professeurs Alain Pelé et Bodo Livinec, qu'il s'agissait d'une acquisition tendant, je cite, à maquiller précipitamment l'immeuble comme local diplomatique. Fin de citation. La courtoisie judiciaire m'interdit de répondre à ces allégations dans le même style. Il me suffira de rappeler à la Cour que dès notification de l'affectation de l'immeuble à sa mission diplomatique, la Guinée équatoriale n'en a fait qu'une utilisation à des fins diplomatiques, y logeant d'abord sa chargée d'affaires ad interim, puis y déménageant ses services diplomatiques. Que la Guinée équatoriale ait mis le lendemain de la perquisition ce que nos contradicteurs appellent affichette, ce fut pour signaler à quiconque qu'il s'agissait bien des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Rien de ces actes de la Guinée équatoriale, postérieurs à l'acquisition de l'immeuble, n'accrédite la thèse du maquillage. En tout état de cause, cette allégation de la partie adverse n'est en rien pertinente, en l'espèce, quant à la détermination du statut diplomatique de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch. Enfin, je relèverai, pour conclure sur mes remarques préliminaires,
la thèse soutenue par la France, selon laquelle, en évoquant postérieurement à sa requête du 13 juin 2016 la violation d'autres dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la Guinée équatoriale tentait d'élargir l'objet du différend. Vous venez de suivre un morceau choisi de la plaidoirie menée par le professeur Maurice Kamto, avocat de l'État de la Guinée équatoriale. C'était en février 2018. Et la Cour internationale de justice qui vient de se déclarer qu'elle a compétence pour se prononcer sur la requête déposée par la République de la Guinée équatoriale pour statuer sur cette affaire de l'immeuble de la Guinée équatoriale situé à Paris, en France, là où des biens ont été saisis par la justice française. Parlons à présent des nouvelles de football. Les Lions indomptables qui ont laminé les Congolaises à Brazzaville, 5-0. C'est le score du match comptant pour la phase allée des éliminatoires de la CAN de football féminin. Le match retour aura lieu à Yaoundé dans quelques jours. Et c'est un coup dur pour la famille de Marc-Vivien Fouet. 15 ans après son décès brutal en plein match, c'est son fils, le fils du Lion indomptable, qui sombre dans le grand banditisme en France, arrêté au cours d'un braquage sur un prêtre en France. Il a été reconnu coupable de vol à main armée et séquestration. Il vient d'écoper de 5 ans d'emprisonnement ferme. Un public reportage dans ce journal, la Société anonyme des brasseries du Cameroun, qui montre aux yeux du public et de l'opinion son caractère d'entreprise citoyenne lors des différentes missions menées dans le Grand Nord. Reportage. Samedi 2 juin 2018 était une journée spéciale pour les populations de Garoua 3e dans la région du Nord. Ceci à la faveur de la phase de lancement des journées citoyennes du groupe SABC. Des journées qui rentrent dans le cadre de la responsabilité sociétale du groupe et qui ont été meublées cette année par une campagne de plantation de 4000 plants de nimiers sur 10 hectares de terrain à Garoua et 50 lampes solaires remises aux 50 habitations du village Pitoyel à 5 km de la ville de Garoua. Le tout sous la présidence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté, qui y voit une opportunité pour la ville de Garoua d'améliorer la qualité de la vie de ses populations. C'est un plaisir, au même titre que le sport que nous faisons à cette occasion, d'être associé à cette manifestation qui va effectivement donner à cette ville une image qui permet aujourd'hui de s'incruster vraiment véritablement dans la donne d'une ville où il fait bon vivre. Et je voudrais encourager les acteurs des populations à prendre cette initiative. Les journées citoyennes du groupe SABC sont un programme d'implication du personnel dans les actions d'intérêt général dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ce programme est axé autour de 5 piliers qui sont l'éducation, la santé, l'environnement, le sport, les arts et la culture. Depuis 70 ans, le groupe SABC s'engage dans la responsabilité sociétale. C'est ainsi qu'il a bâti ce programme sur 5 axes. Éducation, santé, environnement, sport, art et culture. La vocation du groupe SABC à travers ce programme RSE, c'est de procurer du bonheur, d'apporter un sourire et être aux côtés des populations qui lui sont fidèles depuis 1948. Au Cameroun, cela fait maintenant 70 ans que le groupe SABC est engagé dans la responsabilité sociétale. Et les brasseries du Cameroun, à travers leur engagement citoyen, veulent montrer le rayonnement du groupe SABC qui donne aux communautés ce que les communautés lui ont donné. Et ça rentre dans le cadre de notre programme Give Back to the Community, qui est un des axes majeurs des journées citoyennes. In fine, il est question pour le groupe de donner un sens à son projet d'entreprise et à son engagement citoyen afin que demain soit faite de plus d'écoute, d'innovation et d'implication sociale pour avancer tous ensemble.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Et 12 enfants. Bien que ces bouchers saluent l'initiative du chef de l'État, il l'exhorte à pouvoir être tous transférés dans ce nouvel espace. Notre travail ici, tout est artisanal. Et nous comptons être modernes. Nous demandons l'État, non seulement qu'on demande l'occasion de tous ces jeunes, et nous comptons aussi entrer dans l'abattoir industriel. Notons que l'abattoir industriel de Ngaoundéré est construit sur une superficie de 1500 mètres carrés et dispose de 2 parcs pour animaux, une salle de traitement des abats et de 2 chambres de pressuyage. L'entrepôt frigorifique de 1400 mètres carrés, quant à lui, est constitué de 2 chambres froides, le tout pour un coût global de 100,9 milliards de francs CFA. L'insalubrité va-t-elle enfin disparaître des rues de la capitale économique du Cameroun? ISACAM vient de présenter de nouveaux engins qui vont permettre une optimisation dans la collecte et le ramassage des déchets ménagers. Les attentes des populations sont assez nombreuses. C'est le constat que font nos reporters Séverin Tchouban et Gladys Sidier. Ces derniers mois, les plaintes des populations liées à l'insalubrité dans les grandes villes ont pris une ampleur considérable. Les ordures ménagères entassées çà et là dans les différents coins de rue, les populations se sont habituées à ces images. Mais cela ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir, puisque l'entreprise en charge de l'hygiène et de la salubrité ISACAM vient de se doter de 55 nouveaux camions sur les 211 camions annoncés. Nous procédons à la réception partielle de 55 camions et cette réception technique revêt un caractère exceptionnel. C'est la première fois que ISACAM va faire carrosser ces camions par des entreprises locales. Il s'agit d'encourager tout simplement l'expertise camerounaise. La réception de ce premier lot de 55 camions est un indicateur de la capacité opérationnelle d'ISACAM qui reste intacte. Les populations de la ville de Douala qui ont poussé un ouf de soulagement à la vue de ces camions ont hâte que ceux-ci soient opérationnels. On est enfin sauvés. C'était déjà grave dans la ville. Tous ces camions-là, on espère seulement qu'ils vont pouvoir nous aider à enlever tout et rendre notre pays, notre ville aussi très propre. Bon, ces camions, ils pensent que c'est facile, on va résoudre ces problèmes, mais ça doit là passer partout, il y a trop les ordures. On a foi que avec tous ces camions, ça va résoudre avec le taux de saleté qu'il y a vraiment dans cette ville. Vraiment, il faut vraiment que ces camions résolvent ce problème. Avant leur mise sur le terrain, les 55 camions seront mis à la disposition de 2 entreprises locales pour leur équipement. Par cette importante commande, nous voulons d'abord dire toute notre gratitude au directeur général de ISACAM ainsi qu'à son équipe pour cette marque de confiance. En fait, comme telle, c'est une expertise acquise depuis de longues dates. Il faut également, à travers cette décision et ce choix, démontrer par là la dimension patriotique, hein, le patriotisme économique de M. Ngapanoun, qui a fait le pari du Made in Cameroun. C'est dans cette démarche et cette vision, autour de cette démarche et cette vision que s'articule même aujourd'hui notre choix économique, nous, ENEM. Donc ce partenariat qui a commencé il y a quelque temps, qui arrive à son apogée aujourd'hui, naturellement ne peut que nous ravir. Proparco, filiale de l'Agence française de développement dédiée au secteur privé et un consortium de banques, apporte le financement à la société ISACAM pour le renouvellement de son parc auto. Proparco apporte une garantie au pool bancaire qui finance l'acquisition de ces 211 camions. C'est un dossier sur lequel nous travaillons avec ISACAM depuis un certain nombre de mois maintenant et nous sommes très heureux d'assister à cette première livraison de camions qui concrétisent le travail que nous avons réalisé avec ISACAM et les banques partenaires pour soutenir l'effort d'ISACAM
Maintenant que j'ai fait venir de Ngaoundéré, vous comprenez un peu la difficulté. Les gestionnaires de ce marché semblent bien maîtriser les voleurs de leur bétail, sous le regard complaisant et laxiste de quelques agents véreux des forces de maintien de l'ordre. L'affaire des vols nous menace. Ici à Koutama, je peux dire c'est deux personnes, les Bamou et les Moro. Les Moro volent dans le Bamou Gorge. Seulement les deux personnes là qui nous tuent dans le département de nous. Mais tu arrêtes les voleurs. 3 jours, 4 jours, tu vois les voleurs dehors. Une autre difficulté cruciale dans ce marché, l'arnaque des commerçants, l'insalubrité et le manque de commodité. Aucun point d'eau courante et la moindre toilette n'ont été construits depuis la promesse du maire de la commune de Foumban, presque en fin de mandat. On voulait l'eau, on voulait les bureaux, on voulait les parcs là où les baies entrent. Là on va compter le bœuf, c'est ça qu'on voulait. Et il a fait les bonnes sécurités là-bas, il y a les gendarmeries là-bas, police, nuit et jour. Ça c'est notre sécurité. Mais des fois il y a les policiers qui viennent nous menacer au marché. S'il y a un problème, on nous attend là-bas. Du coup, certains commerçants et détaillants se demandent à quoi servent les taxes et impôts collectés dans ce marché. Tous les jours on paie les taxes, mais on voit parce que les taxes là, ça travaille même ici. C'est un marché qui donne beaucoup d'argent, des millions, mais il n'y a rien. Ici là, le soleil nous tue, la poussière nous tue, tout, le bœuf nous poursuit à chaque minute. Toutes les positions mal, le bœuf peut même te renverser. Dans un département à la nature riche et au pâturage verdoyant, agriculteurs et éleveurs vivent régulièrement mauvaise cohabitation dans leur ménage. Il y a parfois on trouve des zones de pâturage pour nos bétails et en même temps, quelques 6 mois ou 1 an plus tard, vous voyez, il y a quelqu'un qui vient peut-être, il met sa plantation, son champ et en même temps, ça nous pose énormément de difficultés. Et de deux, il va falloir essayer de trouver un système de sécurité un peu nos biens parce que quel qu'en soit le cas, l'élevage fait partie de l'économie. L'activité et autres transactions génèrent certes de gros bénéfices, mais la gestion des affaires courantes au quotidien n'a fini de donner des insomnies aux grossistes et détaillants du marché à bétail de Foumban. Parlons à présent de l'abattoir municipal en Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa. Là-bas, les différents acteurs de la filière bovine se plaignent des conditions dans lesquelles ils travaillent dans l'abattoir municipal. Malgré la modernisation de ce site, l'espace réservé aux différents acteurs qui s'occupent du dépeçage des animaux, ils estiment que l'espace est assez insuffisant. C'est en tout cas ce que relève ce reportage que signe Isabelle Carole Zoupet. Des bœufs abattus et dépiécés à même le sol, du sang de bêtes qui jonchent ça et là, des crochets qui servent à suspendre la viande complètement rouillée, des murs délabrés où sont accrochés de vieux vêtements. Tel est le visage que présente l'abattoir de Ngaoundéré depuis plusieurs années. Pour améliorer les conditions d'hygiène et d'abattage des bovins, un nouvel abattoir moderne vient d'être mis sur pied à Wakwa, quartier situé dans le 1er arrondissement de la ville de Ngaoundéré. La rétrocession de cet abattoir industriel à la Société de développement et d'exploitation des productions animales a été faite par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Il a d'ailleurs tenu à cette occasion à apporter des recommandations. L'abattoir industriel est installé dans la Damawa, berceau de notre cheptel national. Ce n'est pas la matière première qui manquera. Nous avons demandé au directeur général et l'ensemble des acteurs et de la population d'en faire un usage utile et optimal. Toutefois, depuis l'ouverture de cet abattoir industriel, les bouchers ont perdu le sommeil car ils craignent de se retrouver au chômage. Le gouvernement, nous voulons enlever ici pour ramener là-bas dans le nouveau battoir. Mais là-bas, dans le nouveau battoir, là, il y a beaucoup de gens qui vont rester en chômage. Bon, il faut que le gouvernement nous voit comment ça va se passer. Là-bas, là, on prend un peu de gens. Mais ici, là, les gens sont nombreux. Le chômage va encore multiplier. Moi que tu vois là, j'ai 3... Souvent les bonbons et après il monte sur nous et après il met ses doigts dans nos il dit hein, il fait ça avec d'autres enfants au quartier. Il dit mais
Elle a déjà fait ça combien de fois? Elle me dit 5 fois, papa. Dès les premières révélations des enfants, d'autres s'en suivent. Toutes les victimes de Watt passent aux aveux complets sous les flatteries des parents. Dans ce quartier pauvre, les enfants en bas âge, on en compte par trentaine. Une mine d'or pour Watt, locataire dans cette mini-cité. Il est arrivé ici en 2012 et réside avec une compagne venue avec un enfant de sexe masculin. Elle a fui le quartier depuis le déclenchement de cette affaire. Livreur de pain au quotidien, une épouse charmante selon des dires, Watt passait pour être le plus généreux de son quartier. On était tout étonné parce que comme il est gentil dans ce quartier avec tout le monde, personne ne pouvait même croire que quelqu'un comme ça peut faire des trucs pareils. Certaines familles ont choisi de se cacher à notre arrivée, mais à en croire les témoignages, en 6 ans, Watt s'est tapé une quinzaine d'enfants. Sa plus vieille victime est âgée d'à peine 10 ans. Il la manipule depuis 6 ans. Elle n'avait alors que 4 petites années. Nous retrouvons sa maman qui nous conduit chez elle, une veuve qui vit dans des conditions d'une extrême précarité. Et ma fille, qui s'appelle Merveille, elle me dit que c'est la 5e fois, donc c'est depuis l'an 2012 qu'il est arrivé ici au quartier, qu'il a commencé pour Merveille. Parce qu'il y avait le temps que quand je lavais l'enfant, je trouvais le frottement que les grandes personnes en ont souvent, mais je ne savais pas moi qu'on violait l'enfant. Sa voisine la plus proche n'est autre que sa belle-sœur. Sa fille, elle, présente des signes d'une varicelle en voie de guérison. Cette fillette qui vient d'obtenir son entrée au cours élémentaire première année a aussi été une des bébés maîtresses de Watt. L'enfant commence à dire que le 1er janvier, le blanc m'a interpellé devant le portail. Il est venu, c'est là où il a tiré dedans. Elle a fermé la porte à clé. Dit que tu as vu le couteau là, elle a dit oui. Il a fini maintenant de faire ce qu'il veut faire. Elle dépose l'enfant, elle ramasse 3 bonbons sur la table, elle donne à l'enfant. Que si un jour, en faisant comme ça, elle a mis le couteau ici sur sa poitrine, que tu as vu le couteau, si un jour je suis ça dans la bouche de quelqu'un, je te poignarde et je te jette dans l'eau. Alertés, les jeunes du quartier le passent à tabac. Les images amateurs que nous avons vues dans leur téléphone sont choquantes. Nous décidons de ne pas les utiliser. Heureusement pour le bourreau, ses parents vont convaincre les jeunes du quartier de lui laisser la vie sauve. Lui, il nous a fait comprendre qu'il est comme ça. Lui, il ne sait pas ce qui arrive. C'est comme ça depuis 2012 qu'il était parti à Bafan prendre un remède chez un marabout. Et ils ont léché ce remède-là. Et c'était pour que tout ce qu'ils vont faire, les patrons doivent accepter. Donc s'il y a un manquant, comme lui il est livreur, les patrons doivent accepter. Que depuis ce temps-là, quand lui il reste comme ça, quand un truc le prend sur son corps, s'il ne couche pas un enfant ou bien s'il ne met pas la main dans d'une petite fille, il ne peut pas, son corps ne peut pas cesser. Que c'est un truc qu'il était parti prendre. Et c'est ça qui est en train de le menacer comme ça. Ce vendredi-là, il est arrêté et mis à la disposition de la police. Son état de santé ne permet pas une garde à vue directe. Il est conduit à l'hôpital, mais il bénéficie de l'assistance des parents des victimes. Le samedi, il est tombé malade, gravement même. On l'a amené à l'hôpital de Bonamou Sadi. Malgré tout, nous l'avons rendu visite là-bas pour lui voir. Bon, on a vu son état et il s'est quand même rétabli. À l'hôpital, Watt tente de fuguer, mais rattrapé par les policiers. Des policiers que nous retrouvons au commissariat du 12e arrondissement de la ville de Douala. En off, un officier de police nous informe qu'il a passé le week-end en garde à vue avant d'être déféré au tribunal de grande instance du Vouri lundi vers 10 h de la matinée. Comment Watt a-t-il pu passer inaperçu pendant de nombreuses années? Les parents ont-ils des preuves de leurs allégations? Pour le savoir, nous nous rendons au centre médical d'arrondissement de Bonamou Sadi. C'est ici que les enfants des parents volontaires se sont fait consulter sur instruction de la police. J'ai exactement reçu 5 enfants. L'acte sexuel s'est produit exactement sur 2 enfants et les 3 autres étaient les attouchements. Les risques encourus par ces enfants sont grands. Le médecin-chef les évoque sans livrer le moindre secret médical. Quand il y a eu pénétration chez une petite fille de 5 ans avec un homme mûr, un adulte,
On se retrouve souvent devant des complications pour l'accouchement. Plus tard, ça peut causer des difficultés d'infertilité, donc on peut avoir une infertilité primaire. Parfois des fibroses, donc des cicatrisations au niveau du périnée, qui fait que désormais la jeune fille pourra accoucher uniquement par césarienne. Bien que médecin, elle a de la peine pour ses enfants qui sont désormais confrontés à une grave menace existentielle. Quand il pénètre à cet âge, le clitoris est vraiment détruit. L'hymen alors, n'en parlons plus. Vraiment, les complications sont assez graves. On se retrouve devant des complications d'une mutilation sexuelle. Watt, le tueur silencieux ou le bourreau du marais, la vie médicale est sans appel. Les enfants ont bel et bien été violés, et ce, à plusieurs reprises. Désormais, son sort est entre les mains de la justice. Mais que risque-t-il? Pour le savoir, nous rendons visite à un avocat inscrit au tableau de l'ordre. Si l'accusé à ce moment serait déclaré coupable, il va encourir une peine de 10 à 20 ans. Et également, le tribunal peut prononcer contre lui les déchéances prévues à l'article 31 du Code pénal, notamment le priver de l'autorité parentale et également de la tutelle, et qui ne pourra plus jamais exercer une curatelle pour un enfant quelconque. Au quartier Mbangué, le rideau se referme progressivement sur le film d'un locataire peu ordinaire. Bientôt, c'est au bal d'un procès de justice que vont se livrer les parents des victimes. Une enquête exclusive menée par Auréole Tchoumi, Mathilde Akomazou et François Dikoumé sur ce scandale concernant une série noire de viols sur mineurs dans une banlieue du 5e arrondissement de Douala. Partons à présent à l'ouest de la capitale économique du Cameroun, là où plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce jour devant la sous-préfecture. Vous le voyez en image, ce sont des casses qui ont été perpétrés sur des domiciles situés à la sortie de Bonabéry, juste après le carrefour musique. C'était en milieu de semaine. Des familles ont tenu à manifester leur désapprobation face à ces casses dans le cadre d'un litige foncier qui les oppose à un célèbre homme d'affaires au Cameroun. Et ces Camerounais, propriétaires de ces habitations, victimes de ces casses, sont allés manifester devant la sous-préfecture de Douala 4e pour exiger de la part de l'autorité administrative qu'elle joue les arbitres afin d'éviter des démolitions alors que l'affaire est pendante devant la justice. Parlons à présent de l'insécurité qui prévaut au marché de bétail situé à Fumbane dans la région de l'Ouest. La promiscuité et l'insalubrité sont quelques difficultés que rencontrent les propriétaires de troupeaux de bœufs, mais aussi des commerçants. Le visage de ce marché de bétail est présenté dans ce reportage signé Mama Soufor, Dalaf Tiana et Jean-Paul Chuniat. Plus important espace marchand de tout le département du Noun, le marché à bétail de Fumbane est un lieu par excellence de bonnes affaires. J'ai fait beaucoup de temps ici. On est ici au marché. Les bœufs qui de Gaoulere, qui battent Douala et Tinir Galim pour rencontrer ici tous. Et Baminda. Seulement, les opérateurs économiques de la filière sont confrontés à pas mal de difficultés. Premier ennui au sommet de la chaîne, l'insécurité et le vol de bétail. La situation préoccupe. Pour le vol des bétails, c'est un phénomène vraiment récurrent. Vraiment, on ne sait même comment faire pour ce problème, quand ça nous dépasse. Il y a de cela peut-être 6 mois, j'ai perdu au moins 6 vaches. Elles sont sous le choc, traumatisées et presque sans voix face à ces agressions sexuelles subies durant des années dans le 5e arrondissement de Douala. Il s'agit d'une douzaine de fillettes. Elles ont été la cible d'un voisin à première vue gentil et inoffensif. Pourtant, l'une de ces victimes le présente comme un monstre sexuel. Malgré ses intimidations et ses menaces, une fillette de 5 ans a pu surmonter la douleur
briser le silence pour dénoncer l'horreur qu'elle a subie entre les mains de son bourreau. Des familles entières sont aujourd'hui bouleversées par ce drame. Nos reporters François Dikoumé, Mathilda Kemazo et Harold Choumi ont mené une enquête exclusive au cœur de ce scandale sexuel dans le 5e arrondissement de Douala. Reportage. Mbangé Beach, nous sommes dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. À notre arrivée, quelques familles sont en concertation. Elles revisitent les déclarations de leurs enfants et n'en reviennent pas. Dans ce quartier, la misère se broie à pleines dents. Des maisons abandonnées, une broussaille indescriptible. Sur le site de ce chantier, certains parents victimes nous montrent ce qu'ils appellent la chambre d'hôtel de Watt, le lieu où il commet la plupart de ses forfaits. Qui est ce bourreau? Comment a-t-il réussi à traumatiser autant de fillettes en 6 ans sans que personne ne se doute de rien? Enquête au cœur d'une cité presque perdue sur les traces d'un présumé violeur d'enfants. La nuit tombe déjà sur cette bourgade ensevelie dans les marécages de Douala 5e. C'est justement à la pénombre que Watt a commis son dernier forfait. Sa victime, une fillette de 6 ans, élève au cours préparatoire. Pour protéger les enfants, nous avons choisi de cacher leur identité et leur visage. La petite a été commissionnée par sa maman et le voisin Watt est sorti pour aller en route au même moment. Du moins, il est allé prendre position pour attendre l'enfant passer. Sur son matelas de fortune, il a assouvi son désir bestial sur la gamine en prenant soin de la ligoter dans le dos. À la fin, il lui donne une pièce d'argent et la fait jurer de garder leur petit secret. Cette fois, c'en est de trop. La fillette a atrocement mal. Elle ne gardera pas le secret. La mère est alertée. Prise de panique, elle informe son époux. Ce voisin avait l'habitude de l'appeler et il lui a fait ça 2 fois. Il a violé 2 fois. La première fois, il était dans les toilettes et la deuxième fois, il était chez lui, dans sa maison. C'est mon voisin le plus proche. Voici ma porte ici, la voici. Et voici la porte du voisin. Elle est juste face à face avec ma porte. C'est le début d'une grosse enquête parentale. Les aveux de la fillette sont effroyables. Elle connaît presque toutes les autres victimes. Toutes sont dans le voisinage. Comme cette fillette, elle aussi, à peine âgée de 7 ans, son géniteur est aussitôt informé. J'ai alors appelé ma fille. Elle vient dire, mais vous faites quoi souvent? Parle, on ne va rien te faire. Il dit, papa, souvent on nous appelle et après il nous donne le biscuit.